Bonjour à vous, téléspectateurs de Business 24 Africa, et bienvenue à votre émission Emploi et Carrière. Comme d'habitude, nous sommes sur ce plateau avec notre consultant, Monsieur André Kyo, qui va nous donner plusieurs informations concernant cette émission. Voilà, nous avons une première rubrique qui parle de « Je veux un job » et ensuite notre deuxième rubrique pour terminer, « Je veux créer mon entreprise ». Chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Nous reviendrons juste après ce qui suit. La recherche d'un établissement s'avère être un exercice très difficile pour les parents d'élèves et étudiants. Alors, sur quels critères se baser pour faire un bon choix? C'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui sur ce plateau avec notre consultant maison, la personne de M. André Kyo. Je vous rappelle tout simplement que M. André Kyo est consultant formateur. Il est directeur d'un cabinet spécialisé dans la formation continue et le recrutement. Voilà, M. André Kyo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, on va commencer tout de suite avec la première rubrique « Je veux un job ». Et pour cette première rubrique, on aborde un sujet particulier. Quels sont les critères sur lesquels se baser pour pouvoir faire un bon choix concernant les établissements pour les parents d'élèves, pour les étudiants, tout et tout. C'est tellement compliqué souvent de pouvoir faire un bon choix lorsqu'on a fini peut-être, on va dire, l'école avec le bac, je veux dire, avec le bac, ou pour des personnes qui veulent faire des grandes écoles, des choses comme ça. Les parents ont toujours cette difficulté-là de pouvoir choisir une bonne école, un bon établissement. Et quels sont les critères sur lesquels il faut se baser pour faire un bon choix? Merci, c'est une question pertinente. Et avant de faire cette émission, nous avons pris la peine de discuter à les étudiants, mais surtout les parents d'élèves, et même certains fondateurs. Et nous avons donc sélectionné un certain nombre de critères qui sont peut-être pas exhaustifs, mais qui sont pertinents pour notre part. Il y a la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, cela veut dire quoi? Il y a les résultats de chaque fin d'année. Voilà. Ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de BTS, ou bien la licence, ou le master, quel est le résultat réel? Voilà. Donc, c'est les diplômes et les résultats, il faut en tenir compte. Mais ensuite, il y a l'employabilité des étudiants. Il y a des écoles qui forment. Bon, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a en moyenne 212 grandes écoles et universités privées. Et on ne tient pas compte des universités publiques. Alors, il y a beaucoup d'universités. Quels sont les critères? Non, il faut déjà voir, est-ce que les étudiants qui sortent chaque année, est-ce qu'ils ont de l'emploi dans chaque université? Quels sont leurs niveaux réels dans le milieu de l'emploi? Parce que très souvent, ils ont le diplôme, le master 1, le master 2, ou la licence, mais lorsqu'ils vont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils produisent? Mais comment les parents feront pour avoir toutes ces informations-là? Mais c'est une bonne question, mais il faut s'informer. Et il faut subir les 24 aussi pour connaître les secrets, mais il faut s'informer. Donc les parents choisissent très souvent sur des critères, non, c'est pas cher. Mais lorsqu'une école n'est pas chère, ce n'est pas forcément la qualité, parce qu'il faut payer les professeurs à partir du poste BTS. Les professeurs coûtent cher. Donc on ne peut pas prendre un poste BTS, je dis peut-être un exemple, 200 000 francs pour former un master. Lorsqu'une école fait 200 francs pour former un master, mais il faut se poser des questions pour y aller. C'est quand vous partez au marché, la femme vend ses tomates, un tas de tomates ou bien un seau à 500, alors que l'autre vend 4 ou 5 tomates à 500, mais il faut se poser des questions. Quelles sont les tomates que vous vendez? Donc avant de payer... Peut-être qu'elle a acheté ça un peu à des coûts un peu bas. C'est pourquoi elle revend moins cher. Peut-être aussi que la production n'a pas été suffisamment de qualité. Tout à fait. Peut-être qu'il y a des tomates avariées qui sont dans le seau. Tout à fait, c'est possible. Bon, voilà, donc il faut prendre la peine de bien regarder, de vérifier. Voilà, de bien vérifier. Et donc le niveau de l'employabilité, est-ce que les entreprises prennent ces étudiants-là? Combien d'entreprises? Parce qu'une école doit être capable de dire, cette année j'ai formé tel nombre de BTS, voilà le nombre de stagiaires qui ont fait les stages, voilà le retour que les entreprises m'ont amené. Voilà, c'est important. Donc les parents doivent se poser des questions. Et il y a des écoles en Côte d'Ivoire qui le font. Donc, voilà. M. Kyo, c'est toute une enquête vraiment à faire au niveau de qui? Je veux dire, du responsable de l'établissement, ou bien comment les parents font pour vraiment avoir toutes ces informations-là? Je veux dire, on pose la question aux étudiants qui ont fait cette école-là, ou bien on pose la question au responsable de l'établissement, mais il peut donner aussi de fausses informations. Pourquoi pas? Non, mais chacun, on dit, on ne peut pas montrer son bled la main gauche. Tout à fait. Donc, le responsable de l'établissement, il peut donner des informations, mais il y a des statistiques. S'il dit qu'il a eu 80% de BTS,
comme ça est affiché partout, mais le BTS c'est un diplôme national. Donc il y a les critères qui sont au ministère. Les parents peuvent aller évaluer. Parce que quand on inscrit un étudiant dans une école, mais c'est la vie de l'étudiant que vous engagez. Tout à l'heure, vous avez montré une copie, vous étiez scandalisé. On ne peut même pas montrer ça à la télévision. Mais une copie où l'étudiant, bon, licence 2, mais on a l'impression que c'est un enfant qui est au CM1 ou au CM2, et même peut-être moins que ça. Pourtant, c'est un bac plus 2. Un bac plus 2. Comment cet étudiant a pu faire pour arriver? Mais lorsque vous arrivez plus loin, vous allez voir que l'étudiant n'a ni le BPC, n'a ni le CP, n'a ni le BTS, ni le bac. Et puis, il avance. Il se retrouve dans un établissement. Donc, l'établissement doit même. Moi, je pense que c'est un appel qu'il faut dans son établissement pour s'entendre. Un étudiant qui a été renvoyé pour mauvaise conduite, pour mauvais travail, dans l'université A, qui se retrouve à l'université B, dans une classe supérieure. Et ça, c'est légion. C'est pas normal. Mais actuellement, il faut le dire, hein, les établissements cherchent à faire du profit. C'est tout simplement ça. Mais une école, de toute façon, au niveau des impôts, comme me contredit, mais une école, ce n'est pas une activité commerciale. C'est ça. Donc, un parent d'élève ne peut pas chercher une école, c'est pour former les gens. C'est comme vous partez à la fac de médecine. Mais si on prend un étudiant et puis on triche, mais si on met le médecin dans un CHU, est-ce que un parent peut aller voir pour dire ce médecin-là, il a triché pour avoir son doctorat? Du tout. Qui peut aller là-bas pour se soigner? Personne. Donc, il faut prendre l'élite. Si l'étudiant, l'élève n'est pas bien, pour faire une formation supérieure, on peut le mettre dans une formation qualifiante. Il peut faire un métier qualifiant. Et là, il peut travailler. Mais pourquoi on veut forcément que l'étudiant ait un master 2 ou un docteur alors qu'il n'en a pas les compétences, il n'en a pas les qualités? De toute façon, l'école peut donner les diplômes qu'il veut, mais l'entreprise trie. C'est ça. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Voilà, mais c'est pas pour faire ma publicité, mais je suis allé faire le recrutement pour le corps d'une d'assurance, puisque je suis spécialisé dans le recrutement des commerciaux. Sur 200 candidats, on a pris 40. Les 40, après 2 semaines de formation, il reste 9. Là, ils ne plaisantent pas. Voilà, c'était vraiment sélectif. Hein. Oui, mais les gens fuient, ils ne peuvent même pas travailler, ils ne peuvent pas. Un étudiant qui dit qu'il est commercial, il ne fait pas attention à son habillement. Il est commercial, il ne sait même pas s'exprimer. Il a un niveau de langue totalement décousu, chaotique. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut même pas ouvrir une porte. Mais comment tu peux être commercial, tu ne sais même pas ouvrir une porte? Ça, c'est des basiques qu'on apprend à l'école. Tout à fait. Donc voilà, c'est cela. Donc c'est tout ça. La qualité de l'enseignement, pour moi, c'est tout ça. Parce que c'est ça qui va dénoter de la qualité du diplôme. Si l'enseignement n'est pas bien, donc on peut prendre 10 personnes qui ont un master 2, mais lorsque vous allez les évaluer, vous allez voir que peut-être il y a une personne, si vous avez la chance, parce qu'il arrive souvent de faire des recrutements, vous pouvez faire votre enquête en tant que journaliste, vous allez faire un recrutement, vous ne trouvez personne. C'est ça. Vous ne trouvez personne. Il a dit, il n'y a pas de boulot, c'est vrai. Mais il y a les compétences. Il y en a un peu, parce qu'on cherche aujourd'hui, mais je le dis, je cherche plus de gens pour travailler dans la même d'assurance que des diplômés. Il y a beaucoup de diplômes, 200, on a pris 42, il reste 9 aujourd'hui. Donc les diplômes maintenant ne sont plus... Les diplômes... on va dire ne sont vraiment plus valables. Oui. C'est difficile de le dire, mais... Je ne sais pas si vous mettez... Mais il y a une copie que j'ai... Oui, je l'ai vue en coulisses, vraiment. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, vraiment. La grande catastrophe. C'est gênant. Mais une telle école, c'est l'école où l'étudiant est aujourd'hui là, qui prend les pots cassés. Mais il y a un cheminement. Qu'est-ce que l'enfant fait au CP1? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, les parents doivent voir. Donc, il y a l'école, mais il y a les parents aussi. Si un élève n'a pas un bon niveau, mais qu'il reprenne sa classe, ce n'est pas un drame. Mais si on veut que l'enfant avance, mais il avance à des carences, et puis finalement, il a un diplôme que lui, ça ne à rien. Actuellement, on le voit assez hein, souvent. Les enfants ne font qu'avancer, les parents refusent même que les enfants reprennent leur classe. Pourtant, la reprise d'une classe, c'est pas mauvais en soi. Non, mais c'est pas mauvais. Voilà. Il y a le probatoire, mais... On échoue. Moi, j'ai repris mon probatoire, puis après, j'ai eu mon bac. C'est ça. Oui, au lycée technique, j'ai échoué mon probatoire. Et aujourd'hui, vous êtes consulté et tout ça. Voilà. On continue, monsieur André, que vous avez parlé aussi de l'ancienneté de l'établissement. Oui, mais avant ça, il faut parler, on a parlé de la qualité de l'enseignement, mais il y a la qualité des enseignants. Il y a des écoles pour former un master 2, on ne peut pas prendre un BTS ou bien une licence pour former un master 2 qui est un bac plus 5. Mais il y a beaucoup d'écoles qui font cela. On prend quelqu'un qui a un niveau bas pour former un niveau supérieur. Mais quel type d'enseignement, quelle qualité d'enseignement on peut donner à ces gens de personnes? On vous dira qu'il n'a pas le diplôme, mais il s'est formé sur le tas. Oui, mais si c'est formé sur le tas, non, mais vous savez, dans les universités, il y a une pratique, on ne change pas. On ne peut pas changer, c'est comme ça. Si vous voulez former, il faut avoir un niveau supérieur.
Vous ne pouvez pas faire un Master 2, à moins que vous soyez un professionnel. Je prends le cas de certaines universités où on prend les notaires. Le notaire, habituellement, c'est un bac plus 4. À la limite, une maîtrise, et puis il fait l'acte de notariat. Donc, quand il veut faire la formation de notaire, il travaille. Donc, mais il a la pratique en plus. Il a la pratique en plus, et puis c'est son activité donc, qui compte. Donc, on peut le prendre. Mais si on prend un enseignant professionnel, parce qu'il y a des enseignants professionnels, et puis il y a des enseignants qui sont des procès d'entreprise, ça c'est différent. Donc, si on fait cela, c'est bon. Mais lorsqu'on prend un enseignant qui a un bac plus 2 et qui enseigne des gens qui ont un bac plus 5, mais ça ne peut pas marcher. À un moment donné, mais son cerveau fonctionne comment? Il va copier les cours sur Google, sur Wikipédia, il va bien donner aux étudiants, mais il ne peut pas expliquer. Donc c'est tout ça. Donc les parents doivent contrôler cela. La qualité des enseignants. La qualité des enseignants. Quels sont les enseignants qui enseignent dans ton école? Ça, c'est vraiment une enquête poussée. Hein? Oui, mais c'est l'argent. Les écoles coûtent cher. Les écoles coûtent cher. Il y a une université où on paye 1 200 000. On allait faire une reportage, mais c'est 1 200 000 francs. Mais un parent qui paye 1 200 000 francs, il est tout à fait normal qu'il pose des questions à l'inscrit. Surtout qu'il y a plusieurs écoles. Mais combien de parents le font? Mais ils le font combien de parents le font? Oui, mais c'est dommage, mais vraiment. Oui, moi aujourd'hui sur le terrain, j'ai dit les commerciaux, ils ne peuvent pas. 200 personnes, on a pris 41, il y en a 9 qui sont restés. Cela veut dire que les gens ne sont pas suffisamment compétents pour faire le boulot. Et alors, lorsque vous prenez des informations, vous prenez les comptables, vous prenez des métiers encore beaucoup plus pointus, mais comment on fait là? Là, les parents doivent avoir vraiment l'œil sur l'école. La qualité de l'enseignement, la qualité des enseignants. Mais là, vous avez parlé de l'ancienneté. Bon, mais une école qui vient d'être créée aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent créer une école cette année, mais les enseignants peuvent être très expérimentés. Mais il y a aussi la pratique. C'est une entreprise qui a 2 ans et une entreprise qui a 20 ans. Ce n'est pas la même expertise, ce n'est pas les mêmes capacités de fonctionnement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un critère redondant, mais il faut en tenir compte. C'est ça. Donc, il ne faut pas que les parents prennent, comme tous les critères, ce n'est pas cher. Quand ce n'est pas cher, qui enseigne là-bas? Les enfants me font cours dans quelles conditions? Tout à fait. S'ils sont dans un cadre qui n'est pas approprié, quelquefois il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de craie, le professeur n'est pas payé, il y a plein de problèmes. Un professeur qui n'est pas payé, je suis enseignant, on dit petit agent, petit coût. D'accord. Mais est-ce que l'image de l'école, la notoriété de l'école doit être prise en compte par les parents? Oui, ils doivent en tenir compte. Mais c'est pourquoi il y a les écoles aujourd'hui. Il y a plusieurs écoles, mais il y a combien d'écoles qui sont connues? Si vous demandez de citer les 5 meilleures écoles, vous allez citer, et puis les autres, vous allez hésiter. C'est ça. Mais je vous dis qu'il y a 212 universités privées en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde ne peut pas, tous les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des écoles de renom. Il faut dire que ça coûte cher aussi, donc oui, mais si on veut prendre en compte le renom. Oui, une formation doit coûter cher. C'est l'élite, la formation de l'élite. Je prends le management sportif, je prends le management sportif. Mais vous ne pouvez pas aller jouer à Chelsea si vous êtes écrit dans l'équipe de mon village, ce n'est pas possible. On ne va pas vous apprendre à monter le ballon. On vous a appris pour être buteur, on vous donne 3 occasions, vous devez marquer une. Mais si vous ratez toutes les occasions, vous quittez Chelsea. Mais c'est pourquoi le management sportif, c'est efficace, c'est pragmatique. Donc aujourd'hui, les entreprises veulent s'aligner. Mais si on prend des gens qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas opérationnels, qui ont un master mais qui n'a pas de contenu, qui écrit et qui ne sait même pas conjuguer les verbes. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, j'ai les copies. Si vous m'autorisez, ils sont satisfaits, puis je vous montre. Mais ce n'est pas bien. Alors donc les gens qui ont ce niveau de formation, donc les écoles doivent faire un effort pour sélectionner les étudiants qui arrivent. Mais les écoles veulent prendre tout le monde. On ne peut pas tout le monde prendre l'étude supérieure. Oui. Il y a les écoles, en Côte d'Ivoire ici en tout cas, il y a les écoles de formation professionnelle. Ça reste partout. Les gens ils peuvent apprendre autre chose et s'enrichir à l'intérieur. On n'est pas obligé de faire un master 2 pour s'enrichir. Il y a des écoles où chacun est compétent, il peut rentrer. Mais je n'ai pas des études supérieures. Lorsque vous voulez faire des études supérieures, mais il faut avoir des compétences, ce n'est pas la peine de brandir un master 2 et on vous demande la personne salariée, vous demandez 1 million. Mais toi, tu écris. Comment attends. On constate que l'intérieur est vide. L'intérieur est vide. Oui. On ne peut pas donner 800 000 par un master 2, ça c'est pas possible. Aucune entreprise ne peut payer. D'accord. Donc il y a des gens qui ont des diplômes qui sont à la maison, ils disent qu'il n'y a pas de travail. Mais j'ai dit qu'il y a travail, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de compétences. On n'a pas de compétences, ouais. C'est vrai que le travail se raréfie, mais il n'y a pas de compétences. Donc il y a la notoriété de l'école. C'est extrêmement important. Il faut en tenir compte pour voir le suivi pédagogique.
Et puis les étudiants font cours dans quel cadre? Voilà, surtout ça aussi. L'environnement de l'école. L'environnement. Il faut même voir, il y a des écoles qui sont placées à cause des maquis des boîtes de nuit. Mais un étudiant qui est à cause d'une boîte de nuit, des maquillages, pour voir comment les gens sont habillés, comment ils sont. C'est un boulot, les boîtes de nuit. Oui. Mais une école, c'est une école. On forme les gens, ils ne peuvent pas s'asseoir à cause des boîtes de nuit. Donc, soit la boîte dégage ou l'école dégage, mais les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. La preuve, le ministère, quand c'est un maquis, c'est un boîte de nuit qui fait beaucoup de bruit. Mais les étudiants qui sont là et qui sortent pour aller boire les bières, avec les enseignants quelquefois, entre eux-mêmes, mais ça joue sur la qualité de l'enseignement. Mais malgré tout ça, il y a des écoles qui font du suivi. Ils m'ont dit c'est cher. Mais moi, je préfère inscrire mon enfant dans une école qui coûte cher et puis il sort et les entreprises le prennent pour travailler. Ça dépend du pouvoir d'achat de chaque parent aussi. Oui, mais ça, il dit. Le pouvoir d'achat, tu n'as pas les moyens de payer une école chère, mais dans une formation professionnelle. Mais bon. On n'a pas envie de mettre les enfants dans une... Il y a l'école de mécanique. Voilà, on n'a pas envie que les enfants deviennent peut-être mécaniciens. Non, on veut que l'enfant ait un master. Et pourquoi pas le mettre dans une école qui va lui permettre d'avoir un master, mais qui ne coûte pas cher. Oui, mais pour faire quoi avec? Mais on a des enfants qui sont très intelligents, des enfants qui travaillent bien, mais qui sont dans des écoles qui ne coûtent pas cher et qui réussissent. Monsieur André Kyo, n'est-ce pas? Non, je suis d'accord, l'école ne coûte pas cher. Non, ce n'est pas le prix du coût, mais quand on dit 200 000 pour former un master 2, mais on va payer pour ça combien? On va payer, je ne veux pas dire les revenus des enseignants ici, mais un master 2, on va le payer combien? Si on paye un procès de 2600, mais ce n'est pas un procès qui est un docteur qui va là-bas, ce n'est pas possible. Aucun docteur, aucun bac plus 5 ne peut accepter qu'on le paye 2500, 5000, mais il n'accepte pas. Comme on le dit, il y a des enseignants qui font des petits gombos qui vont dans des coins pour pouvoir donner des cours. Mais pas les enseignants qualité. En tout cas, moi, où il enseigne, moi, il ne prend pas 2000, il ne prend pas 5000. C'est pas possible. C'est ça. Mais l'université où on est allé, on fait les reports dans les écoles, mais il y a les universités, on ne va pas les citer, mais là-bas, quand c'est pas cher, minimum, c'est 10 000. Et là encore, c'est pas cher. Pour l'enseignant, chaque heure. D'accord. Voilà, minimum. Mais on ne peut pas prendre une école, tout le monde ne peut pas. Il faut qu'on retienne, à part cette émission, je ne vais pas faire le procès des écoles, mais il faut que les écoles retiennent que tout le monde ne peut pas faire une formation bac plus 4, bac plus 5 doctorat. Si tu n'as pas les moyens techniques, tu n'as pas les moyens financiers, mais il faut négocier à ton enfant, mets-le dans une école où il peut se vendre après. Parce que le problème, en fait, si les parents veulent que l'enfant ait un diplôme, il n'y a pas de problème, mais à quoi ça sert de payer et l'enfant ait un diplôme et ça ne lui sert à rien? Ça ne lui sert à rien, oui. Il est à la maison, ça ne lui sert à rien. Ça, c'est très important aussi, il faut relever ça. Ce n'est pas la peine d'avoir un diplôme, se surcharger les bras et ça ne va rien donner, ce n'est pas la peine. Et vous avez lancé un appel très important, M. André Kyo. Vous avez parlé des établissements qui doivent s'entendre pour ne pas... je veux dire, prendre des élèves qu'on a renvoyés ailleurs dans un autre établissement, on le récupère juste parce qu'on veut faire du profit, non. Pendant que les établissements ne doivent pas faire, ne doivent pas exister pour le profit, normalement. C'est dans l'intérêt des écoles, en fait. Voilà. Moi, je ne suis pas fondateur d'école, donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est dans l'intérêt des écoles. Une école où un étudiant a été renvoyé pour mauvaise conduite, pour mauvais résultat, et il s'inscrit en classe en année supérieure. C'est pas normal. Mais ce qui donne ce type de copie que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas normal et ça, il faut éviter. Pour et les gens doublent le CP1, ils vont au CP2. Ils doublent le CP2, ils vont au CI1. Et ainsi de suite. Donc, ils accumulent les carences, ils arrivent à l'université avec. Vous ne pouvez pas voir, mais quand même un étudiant qui a un bac plus 2, quand il écrit, c'est minimum respectable. Quand même. Mais la faute qu'il a... Mais avec le bac plus 2 et des fautes de conjugaison qui sont incroyables, c'est vraiment... C'est pas bon. Ça donne des migraines. Ça donne des migraines. Tout simplement. Ça fait réfléchir. Tout simplement. C'est notre rôle. La télévision donne l'occasion d'en parler, mais on en parle. Et puis ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Mais je veux dire, il ne faut pas former les gens pour qu'ils restent à la maison sur le carreau. Il faut les former pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes. Parce que si un parent a payé l'école de son enfant, c'est pour que l'enfant se prenne en charge. Et au besoin en Afrique, c'est courant, aider ses parents. Donc il y a un retour sur investissement. Tout à fait. Mais si l'enfant reste à la maison après, on ne sait pas quoi faire. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec vous, M. André Kyo. Voilà. Et ceci va nous emmener à passer à notre deuxième rubrique, créer mon entreprise. Et on va parler d'un sujet aussi alléchant que celui-ci. À tout à l'heure, chers téléspectateurs.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Andrekio est avec nous et nous allons aborder tout de suite notre deuxième rubrique pour parler de quel modèle les jeunes Africains doivent avoir pour mieux entreprendre. On a des modèles en Afrique et on a des modèles dans tous les pays d'Afrique. Et sur quel modèle ces jeunes-là doivent se baser? Quel modèle ces jeunes-là doivent suivre pour pouvoir mieux entreprendre? Monsieur Andrekio, voilà la question. Vous êtes ainsi adressé. Merci. Oh, mais ici, il y a un monsieur, il peut peut-être le citer, monsieur Koué Maurice, qui a écrit un livre, le modèle Djoula. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a des modèles. Comme il y a le modèle au Togo, par exemple, il y a les Mami Benz. Donc, il y a les modèles un peu partout dans nos pays africains. Et donc, les jeunes doivent s'inspirer de ces modèles-là. Je ne sais pas s'ils doivent faire l'histoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit que les Ivoiriens n'aiment pas entreprendre pour la simple raison que notre histoire, pendant la colonisation, on a été colonisé pendant presque un siècle, 75 ans exactement. Pendant ces années-là, les Européens, les Français spécifiquement, dirigeaient l'administration ivoirienne en compagnie des auxiliaires africains. On les appelait les Dahomey actuels Bénin, il y avait les Sénégalais, il y avait les Guinéens. Et donc, en 1964, les Ivoiriens vont prendre leur indépendance, mais ils aspiraient légitimement à occuper l'administration. C'est ça. Et donc, puisque les autres ont laissé l'administration aux Ivoiriens, non, les Ivoiriens ils sont rentrés dans l'administration. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont devenus enseignants, médecins, infirmiers, bref, pour occuper l'administration. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore un autre pan qui est resté. On ne va pas faire, excusez-moi, ce n'est pas un procès, mais lorsqu'on voit aujourd'hui l'économie est subdivisée par plusieurs groupes, lorsque vous jetez un coup d'œil, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, les autres qui sont venus, ils ont eu le coup d'œil. Le coup d'œil, et c'est très intéressant pour les Nigériens, par exemple, on les appelle les Garba, mais aujourd'hui, tous les Garba sont dominés. La vente des choukouya, la vente des poissons braisés. Ceux qui font les boutiques, en Côte d'Ivoire, c'est la majorité. Si c'est en ville, c'est les Mauritaniens. Dans nos villages, il y a les Maliens. Et puis, dans la quincaillerie est dominée par les Nigériens. Voilà, qu'on appelle les Anango, communément en Côte d'Ivoire ici. Donc, c'est dirigé. Donc, en fait, je vais dire, mais malgré tout ça, il y a des pans de l'économie qui restent. Et donc, les jeunes, au lieu de se plaindre pour dire qu'on a fait ci, on a fait ça, il y a des pans, il y a des opportunités qui se créent. Il y a des opportunités qui se créent. Et les jeunes peuvent s'y engouffrer. Mais pour s'engouffrer, il y a des modèles. Il y a le modèle de Djoula, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ils sont entrepreneurs de père en fils, de mère en fille. Et donc, en fait, c'est génétique, on va dire ça comme ça. Oui, mais ils ont ça dans leur gène, ces personnes-là. Moi, je suis d'une région où on n'est pas habitué à faire le commerce, par exemple. Parce que les parents, c'était des peuples de chasse. Donc, les gens étaient des nomades. Ils n'ont pas appris à faire le commerce. Mais aujourd'hui, on regarde que les autres qui font le commerce, ils sont mieux nantis, ils sont plus opérationnels, ils sont plus autonomes, ils réagissent de façon financière, de façon plus efficacement. Donc aujourd'hui, les gens doivent les tricher. Donc il faut s'adapter, les jeunes doivent s'adapter. Les jeunes doivent s'adapter. Tout simplement. Toutes les ethnies doivent s'adapter. Dans tous les pays, les jeunes, au lieu de se plaindre qu'on a fait ci, on a fait ça. On n'a pas de travail, on n'a pas ceci. Mais les jeunes n'ont pas le choix parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et tout à faire et tout à refaire. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de la construction immobilière. Mais quand on parle de l'immobilier, c'est encore des métiers, il y a tous les métiers. Tout. Aujourd'hui, il y a un boom des télévisions en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est encore des métiers où il y a tous les métiers. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne peuvent pas s'intéresser? Pourquoi les jeunes ne peuvent pas s'associer, par exemple, pour créer une maison d'édition ou bien une maison de production d'émissions? Mais pour ça, monsieur Kyo, on a besoin de financement. Oui, mais les financements, mais je suis à l'aise parce que je ne sais pas si je vais vous parler mais je connais des parents qui ont vendu des chaussures avant d'acheter un costume. Mais aujourd'hui, ils sont assis sur un empire. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent de quelqu'un. Mais c'est le modèle Djoula. C'est pourquoi il prend le modèle Djoula. Demandez, il lisait ce livre-là. Mais le modèle Djoula, il n'a pas beaucoup d'argent. Il commence avec des mecs moyens. Des mecs moyens. S'il veut acheter un taxi, mais il commence par être apprenti. Oui. Et après apprenti, il prend son argent, il économise un peu, et puis il fait son permis. Il devient chauffeur. Et puis un jour, il achète son taxi ou il achète son bagarre. Pourquoi on ne peut pas prendre ce type d'exemple? Pourquoi les gens veulent commencer grand?
Il peut commencer tout petit, mais ils n'ont qu'à suivre les autres. Mais peut-être que les jeunes de maintenant, d'aujourd'hui, n'ont pas cette patience-là. On va dire ça comme ça parce que souvent, on le ressent souvent dans leur manière d'agir. On veut tout de suite maintenant. Oui, tout on ne veut pas attendre. Mieux. Voilà. Ce sont les expressions, oui, par exemple. Des jeux, tout voilà. Mieux, on veut tout de suite avoir. On ne veut pas, on ne veut pas attendre, sans effort. On veut qu'on nous donne de l'argent, une enveloppe d'argent, tiens, va investir, va entreprendre. Pourtant, ça ne se fait pas. Mais je vais vous surprendre. Prenez le cas, si vous avez des parents et vous avez de l'argent, donnez des gens de l'argent. Vous allez voir que si vous venez dans 2 mois, dans 3 mois, aucun n'a rien fait. Ça veut dire quoi? Si vous donnez de l'argent aux gens comme ça, donnez 1 milliard à chaque Africain. Et puis revenez peut-être dans 2 ans, vous allez voir que peut-être il y a un qui a réussi, le autre n'a pas réussi. C'est un budget, 1 milliard. Non, j'ai pas. Les gens pensent qu'il faut donner de l'argent. Mais demandez tous les gens qui sont riches en Afrique, ils ont un parcours. Oui, tout à fait. Ils ont un parcours. Les gens, il faut qu'ils aient un parcours. Mais ils veulent tomber du ciel pour devenir riches immédiatement. Même pour gagner la loterie, il faut gratter. Tout à fait. Si tu ne grattes pas, tu ne vas jamais gagner la loterie. Moi, je ne joue pas à la loterie, je ne gagnerai jamais des millions de la loterie. Donc, pour gagner la loterie, même, il faut gratter, il faut faire des efforts, il faut calculer. Pour gagner, je sais pas, on appelle P, mais ce n'est pas la publicité, mais les gens ils suivent l'actualité, ils lisent les journaux, ils voient, ils regardent la télévision, ils sont informés, mais il faut des efforts et ils gagnent après. Donc, il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, les jeunes doivent prendre ces modèles. Mon père dit des modèles de femmes gourous. Mais les femmes gourous, si vous les connaissez, moi, je connais des femmes qui n'avaient rien. Il y a peut-être 10-15 ans en arrière, moi, aujourd'hui, là, qui sont assis sur un empire, mais qui ont lutté. Il y a des émissions qui passent dans la télévision. Il y a une femme, on a pris son cas, elle vendait le porc, on lui a donné 3 000 francs. Mais elle a vendu les porcs aujourd'hui, elle est devenue une femme d'affaires redoutable. Donc on peut commencer, mais il faut que les jeunes apprennent à commencer. Même la nature nous donne des exemples. Quand un enfant, avant de naître, on prend sa grossesse, il devient fœtus, après il germe, il devient grand, il tape à la porte, il naît, il fait 4 pattes, il commence à marcher. Petit à petit, chaque chose a son temps. Personne n'est né barbu, personne n'est né 100 ans. Donc, on a commencé tout bébé. Mais il faut que la nature nous donne des exemples. Pourquoi on ne veut pas sur les exemples, on veut tomber du ciel pour réussir, ça ne marche pas. Donc les jeunes doivent être plus conscients. Ils doivent être plus conscients, ils doivent être plus dynamiques, ils doivent être plus conscients, ils doivent observer. On a beaucoup de modèles. Quand vous prenez au Togo, Nana Bensé travaille. Et j'y arrive. Et elles sont parmi les femmes les plus aisées. Hein. Les plus aisées, mais parce qu'il faut demander-leur, elles ont fait comment. Il y a une émission, les icônes, encore, ils prennent le cas de Togo. Mais la dame, elle prend des gens qui ont réussi, mais à chaque fois, chacun t'explique son histoire, mais c'est les gens qui ont commencé tout petit. À Côte d'Ivoire, notre champion, comme vous l'avez appelé, notre Diagou. Mais Diagou, il était agent de comptoir, c'est l'histoire que je connais, c'est à la saison là. Agent de comptoir, mais aujourd'hui, il est assis sur un empire. Tout à fait. Quand on parle de banque assurance, c'est à lui. Mais les gens donc il s'est bâti petit à petit, c'est empire. Petit à petit. Ça, c'est, quand vous le demandez, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il travaille. Donc il n'est pas tombé du ciel. D'accord. Voilà. Donc il faut que les jeunes apprennent à se battre et on a des modèles. Donc ils observent les modèles. Les modèles du les modèles des femmes gourous, les modèles des femmes boblées qui sont dans les restaurations. Et c'est au fur et à mesure qu'il peut créer des restaurants, qu'il peut créer des hôtels, qu'il peut faire des grandes choses. D'accord. Voilà. Ça ne sert à rien de courir, hein, mais il faut aller à point, comme on le dit. Absolument. Voilà, Monsieur André Kio, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau. Ce fut un réel plaisir et je pense que les téléspectateurs ont bien pris note de tout ce que vous venez de dire. Voilà, on va vous laisser terminer avec un mot à nos téléspectateurs. Oh, mais le prochain thème, on va peut-être aborder dans la première partie, quels sont les critères pour choisir sa filière. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont en droit, ils ne voulaient pas faire le droit. Il y en a qui font gestion commerciale, ils n'en savaient rien. Il y a des gens qui sont retrouvés en informatique, et puis quand tu leur demandes, ils disent, moi, on m'a envoyé. Donc, comment faire pour choisir? Comment faire pour choisir sa filière? Ça, c'est important. Et peut-être, si vous le permettez, là, on va demander aux jeunes, vous parlez souvent d'argent, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'argent? Est-ce qu'il faut attendre tout de l'État? Est-ce que nos États ont l'argent pour donner aux gens? C'est-à-dire que les individus sont riches, mais est-ce que nos États sont riches pour donner de l'argent à 23 millions d'Ivoiriens? Nous, on a bien d'argent.
Moi, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Ouais. À Binévec, on en a besoin. Tout à fait. Donc, tout le monde a besoin d'argent. À qui on va donner, à qui on ne va pas donner? Je ne sais pas. Donc, on va dire où est-ce qu'on va trouver de l'argent? On va réfléchir ensemble. D'accord. Et on leur demande de nous poser des questions. D'accord. Donc, tous ces sujets-là seront débattus ici avec M. André Kyo qui va donner plusieurs informations concernant ces sujets-là. Encore merci à vous, M. André Kyo. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Emploi et Carrière. Si vous voulez nous poser plusieurs questions, si vous avez des informations ou des questions, vous pouvez nous écrire tout simplement à l'adresse qui s'affiche au bas de cet écran et puis vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Voilà, moi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission de Emploi et Carrière.